Tu savais que la manette de Xbox c'était la meilleure manette? Non, c'est la Switch. Bah alors là, personne ne dit que la manette de Switch est meilleure. La manette de Wii. Vous pensez que c'est la manette de PS5 qui est la meilleure manette? Ça tombe bien, en ce moment sur Wheel of Death, vous pouvez tenter de gagner une PS5 avec son pack God of War Ragnarok d'une valeur de 619 € en étant top 1 des QCM Wheel of Death de la saison été 2023. Pour participer et entrer dans la compétition, il suffit de commencer n'importe quel QCM. Bonne chance. Ça fait 2 ans qu'on interviewe des devs sur le format #HappyDeveloper et vous pouvez en trouver plusieurs sur cette chaîne mais aussi sur la chaîne secondaire de Wheel of Devs, abonnez-vous. Et on demande toujours qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Il y a 2 réponses qui reviennent souvent. La première, c'est bien sûr footballeur. Mais bon, je me suis fait les ligaments croisés à 12 ans et ça a ruiné ma carrière professionnelle. Sinon, je serais vraiment international aujourd'hui. Enfin bref, tu connais quoi. Le deuxième, c'est développeur ou développeuse de jeux vidéo. Quand j'étais petit, je voulais être développeur de jeux vidéo. Développeur de jeux vidéo. Développeur de jeux vidéo. Concepteur de jeux vidéo. Mais là, les ligaments croisés, ça ne marche pas. On a donc attrapé notre geek le plus éloigné possible, parce que c'est Nick, il est à La Réunion, et on lui a demandé ce qui s'était passé, parce que lui aussi, il voulait faire du jeu vidéo à la base. Et il avait pas du tout le temps de répondre à nos questions, parce qu'il est super occupé à implémenter un système de badge avec des mécaniques de gamification sur wheelofdeath.com. Cliquez sur le i pour en savoir plus, bien sûr. Du coup, on est allé voir ceux qui ont percé dans le métier pour leur demander quelle est la recette pour faire carrière dans le jeu vidéo. Et c'est parti pour un reportage blindé d'invités de qualité. Here we go! Le jeu vidéo, c'est le loisir le plus populaire au monde, avec 2,7 milliards de joueurs et de joueuses. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards d'euros dans le monde, l'industrie a connu un vrai pic de croissance pendant la crise sanitaire, ce qui en fait l'un des secteurs les plus attractifs. La seule personne qui a gagné plus de pièces que Pfizer pendant le Covid, c'était bien sûr Tom Nook. Vous serez content d'apprendre que le jeu vidéo est considéré comme le 10e art depuis 2006 en France, aux côtés des arts numériques que sont l'infographie et le web design. En France, on comptait en 2021, selon le syndicat national du jeu vidéo, près de 1200 entreprises, dont 700 studios. Et ces entreprises, elles embauchent. Cela serait 40% d'offres d'emploi supplémentaires en France entre 2020 et 2021 selon l'association française du jeu vidéo. C'est pas pareil que le syndicat national français du jeu vidéo, c'est très important. Et on va parler dans cette vidéo des nombreux métiers qui sont concernés. Mais qui sont les gens qui travaillent dans cette filière? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre des collaborateurs et des collaboratrices du studio Game Atelier. On a pu discuter avec des techs, mais aussi des créatifs pour en apprendre encore plus. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait ton métier chez Game Atelier, mais aussi ton métier dans le processus de création d'un jeu vidéo? J'interviens un petit peu partout parce que ce qui est bien avec Game Atelier, c'est qu'on peut toucher un petit peu à tout. Donc on intervient au niveau de l'histoire du jeu. Et puis récemment, comme on s'est mis sur un jeu 3D réaliste, donc j'ai appris Unreal et on fait avec l'équipe de graphistes environnement, ils m'ont appris à faire du dressing. Donc je suis bien entourée par une petite équipe qui c'est vraiment des mines de connaissances. On intervient un petit peu tout le temps dans la production. Dans un premier temps, ça va être les phases de prototype et de paper design. On va essayer d'établir des concepts de ce que peut être un niveau de jeu. Travailler sur aussi les atmosphères qu'on veut créer, qu'on veut faire vivre aux joueurs et aux joueuses. Une fois qu'on a ce concept, on va échanger avec les autres corps de métier pour échanger sur la faisabilité du niveau. Donc, est-ce que c'est pas trop coûteux au niveau programmation, au niveau art? Est-ce que là, je demande pas un truc trop gros et du coup, c'est pas faisable? Au contraire, si, c'est faisable. Donc, une fois qu'on a établi tout ça, dans un deuxième temps, on va construire le niveau dans le moteur de jeu. On va placer nos éléments de gameplay, par exemple des ennemis ou des bonus, tout ça. On va établir les parcours des joueurs. Et après, ça va être de l'équilibrage où on va faire tester notre niveau plein de fois, itérer pour que la difficulté elle soit bien équilibrée. Et ça va être du fixe s'il y a des bugs, des endroits où les joueurs ils doivent pas aller, ils arrivent à y aller, donc faut bloquer, enfin ce genre de trucs quoi. Well, I started as a concept artist at Game Atelier. My job, and I'm still doing it, I guess half time, and half time I'm managing the art team.
with another lead artist. As a concept artist, I do a lot of visual research in collaboration with level designers. It's a lot of sketches, a lot of concepts, some mood boards, and the other side of it is managing the other artists, just checking out that it's going in the right direction, that the assets looks right, that it fits the level design, of course maintaining the general art direction of the project with them. Kind of like Alina, I also have a two-part job. So the game design, first of all, it starts a lot in pre-production. You know, a lot of concepts, a lot of documentation, a lot of paper design were made. As we go more into production, we make a lot of technical prototypes, like we do a lot of scripting. Then work basically on every mechanic that there is in the game, like enemies, weapons, and try to be the glue between the artists and the devs and the other designers. A game designer is like, at least in Game Atelier, we are kind of like the in-between of many departments, like a lot of facilitating and filtering. Mais le monde du jeu vidéo ne s'arrête pas qu'à des jeux AAA comme l'Andouillette sur PS5. L'Andouillette AAA, les jeux AAA. C'est ce que nous explique Nicolas Brandin-Bernard, qui a travaillé sur du Serious Game. C'est un jeu vidéo par lequel on va apprendre quelque chose, qui va nous servir dans notre formation, que ce soit initiale ou notre formation professionnelle plus tard. La réalité, c'est que c'est très souvent plutôt des formations auxquelles on va venir apporter un côté ludique, auxquelles on va apporter des mécaniques de jeux vidéo pour tout simplement garder l'utilisateur ou l'utilisatrice motivé. Donc mon intitulé c'était Game Developer, donc développeur de jeux. On était une petite équipe, à l'époque on était je crois une trentaine. La majorité de mon temps j'étais développeur, donc on m'apportait une expérience de jeux vidéo, de formation gamifiée, etc. Et je devais du coup l'implémenter tout simplement. Donc on a fait des jeux sur navigateur web, des jeux sur mobile, des choses comme ça. Puis des fois je devais prendre un peu plus le lead et faire directement discuter les clients avec les ingénieurs pédagogiques, les game designers, etc. pour qu'on arrive justement à une solution qui convenait à tout le monde, qui allait convenir aux joueurs et aux joueuses et en même temps aux clients, et que nous, avec le budget qui nous était alloué, qu'on puisse simplement réaliser effectivement au mieux cette production, quoi. Qui sont celles et ceux qui font les jeux vidéo? C'est bien sûr l'une des premières questions que l'on s'est posée en réfléchissant au sujet de ce reportage. Plutôt que de vous faire une liste des différents métiers, on a préféré poser la question à des intervenants et des intervenantes. The best way is probably to answer like, what is the process of making a piece, of making a game experience? So first, it starts with the game designer or the director and the concept artist, and then that is handed over to level designers that will start building the scenarios, and the developers are creating the more complex features, and then you have animators come in when the features are sort of like more solidified, you've tested them, and then sound also comes in, so you have sound artists, and then you also have VFX artists, tech artists coming in, and then on the very back end there is the quality assurance people, so the people who test and find bugs and propose ideas on how to make things better. But then there's also human resources people, right? Like project managers or producers. Donc ça va beaucoup changer selon les entreprises, mais il y a quand même des métiers de toute façon dont on a forcément besoin. Moi, les métiers avec lesquels j'ai pu travailler, c'était globalement des chefs de projet, des ingénieurs pédagogiques, des game designers. Après, on avait des graphistes, 3D, 2D, infographistes et tout ça. Des développeurs et des développeuses, évidemment. Alors là, on avait comme je disais, du logiciel, du mobile, du web, Unity. Et puis après, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, il y a des métiers qui étaient externalisés. Souvent le sound design, la voix off, la traduction directement de texte, parce qu'on avait certains jeux qui étaient disponibles dans 3 à 4 langues et on n'avait pas les ressources en interne pour faire ces 3 à 4 langues. Comme dans une entreprise classique où on va créer des applications, on peut avoir d'autres métiers ou ces métiers-là qui sont divisés sur plusieurs personnes. On peut avoir du DevOps, on peut avoir du SRE, on peut avoir plein de choses comme ça dans les métiers techniques. Mais voilà, globalement, ça, hormis le game designer
et les ingénieurs pédagogiques qui, là, pour le coup, sont vraiment uniquement dans ces métiers du jeu vidéo et du serious game, etc. Sinon, c'est une équipe, on va dire, de produits numériques assez classiques. Pour résumer, de façon grossière, une équipe qui fait du jeu vidéo, on pourrait la découper en 3 catégories. Des game designers qui vont imaginer le gameplay et toutes les mécaniques du jeu, des créatifs qui vont développer des designs de l'univers et du jeu, mais aussi la gestion des sons et des cinématiques, et des programmeurs qui vont s'occuper de la partie technique et de l'intégration de tous les éléments créés par les gens créatifs, quoi. On a demandé à Bruno Marion, directeur de l'école GameSup qui forme au métier du jeu vidéo, de nous expliquer et de nous éclairer sur qui sont les personnes qui font le jeu vidéo. En allant faire un tour sur le site, j'ai vu que GameSup proposait 2 parcours de formation, une game design et une game art. Est-ce que de façon très grossière, c'est les 2 catégories au final de métiers qu'on va retrouver dans une équipe de jeux vidéo? Oui, il y en a 3, on peut 4, on peut rajouter le marketing, on peut rajouter tout ce qui est programmation. Nous, on fait tous les métiers du game design et les métiers du game art. Pour faire très simple, le métier du game art, c'est tout ce qui est visuel. Je le dis bien parce que game design souvent induit en erreur, où j'ai pas mal de jeunes qui viennent ou de parents qui viennent en disant ils dessinent depuis tout petit, ou elle dessine depuis tout petite, elle est faite pour être game designeuse et en fait c'est plutôt game artiste. Une deuxième métier, donc on est game design, game art principalement, et les métiers de pas de la tech, c'est mal dit, c'est mal formulé, les métiers de la programmation, on va dire, pour faire simple, programmeur gameplay, etc., rendu. Nous, on le fait pas, ça. Okay. Ce sont nos game designers qui vont mettre un peu plus les mains dans le cambouis, dans les moteurs de jeu, et quand ils sortent, en fait, ils sont dans les métiers du game design, mais ils ont plus de connaissances du moteur de jeu. On n'a pas choisi de faire la partie programmation. Mais il y a programmation, art, design, marketing, et tout ce qui est distribution, et puis bien sûr les métiers support, la production, RH, comme toutes les industries. Il n'y a pas forcément besoin d'une formation spécialisée pour travailler directement dans le jeu vidéo, c'est ça? Non, ça va énormément dépendre effectivement ça va dépendre du métier. Un développeur ou une développeuse logiciel, typiquement, en fait, ça va dépendre de quelle partie du logiciel on a la charge, mais ça peut ne rien avoir, même à première vue, avec un jeu vidéo. Quand on travaille en back-end, on a plus souvent effectivement des technologies temps réel ou des choses comme ça à mettre en place, mais ça arrive dans plein d'applications. Maintenant, les notifications, c'est du temps réel, et donc même si on ne travaille pas dans le jeu vidéo, on va avoir à l'implémenter. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent plus souvent que dans des studios de développement classiques ou des entreprises qui font du développement classique, mais il n'y a vraiment pas besoin d'être spécialisé. Après, c'est sûr, si on vient travailler chez Ubisoft, chez Epic Games ou peu importe, il y a de fortes chances que les gens soient plutôt des pointures et dans leur métier et avec une grosse connaissance dans l'industrie du jeu vidéo en général. En fait, c'est en discutant avec nos experts qu'on s'est rendu compte que les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, ce n'étaient pas que des développeurs et des développeuses et autres métiers complètement spécialisés pour le jeu vidéo. C'est aussi des personnes que l'on va retrouver dans d'autres types de boîtes, des développeurs web, des data scientists, des communicants, des gens qui font les factures. Alors certes, ce ne sont pas eux qui vont concevoir directement votre futur jeu vidéo préféré, mais ils vont intervenir sur des projets annexes et nécessaires. Puis finalement, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'un développeur qui maîtrise par exemple le C ou le C#, il a déjà les bases pour faire tourner Unreal Engine et Unity. D'ailleurs, saviez-vous que Minecraft s'était codé en Java? C'est pour ça que ça lag! C'est en discutant avec Bruno Marion qu'on en a appris un petit peu plus sur la formation des devs experts du jeu vidéo et sur les différences fondamentales avec les formations plus classiques. Il y a des liens, mais la grosse différence, c'est que eux, ils vont taper très bas dans le code. Et ils ont des connaissances que moi, en tout cas, je ne fais pas avec mes étudiants ici. Alors moi, par exemple, dans mon studio, là, en ce moment, je suis en train de recruter un développeur pur, un programmeur gameplay, et Engine aussi, qui va utiliser soit Unity, soit Unreal, parce qu'on travaille sous l'un ou l'autre. Je vais chercher des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou qui ont une formation en C++ très poussée. Alors oui, il y a des similitudes. Moi, les miens, ils programment en C#, sous Unity, il y en a d'autres qui programment. C'est essentiellement de la programmation. Après, la grosse différence, c'est souvent, on est confronté à des jeunes qui ont travaillé la plupart du temps tout seuls, pas en équipe, et qui ne savent pas travailler avec un game artiste, avec un game designer, avec un level designer, et avec la culture de l'industrie entreprise. Donc, il y a une petite adaptation. Voilà. Mais sinon, ça peut être... on ne peut pas voir la différence entre quelqu'un qui va programmer pour une SS2I avec quelqu'un qui va programmer pour un jeu vidéo. Enfin, dans l'industrie du jeu, on ne verra pas la différence. C'est des lignes de code.
c'est les mêmes connaissances, les mêmes compétences qu'il faut avoir. Donc quand on veut un programmeur pur, la plupart du temps, on va chercher des écoles pour former des ingénieurs ou qui ont fait des études spécialisées. Bon, il y a quand même pas mal de choses bonnes et moins bonnes qui sont similaires aux autres domaines de la tech. Par exemple, l'entrée dans le monde pro n'est pas plus facile que dans l'informatique de gestion. Alors d'y entrer, je dirais pas que c'est facile parce que bon, alors il y a pas mal de formations aujourd'hui qui existent et du coup, enfin, je parle pour le côté design parce qu'après les autres corps du métier, je sais pas forcément. Je crois savoir qu'il y a de plus en plus de diplômés qui sortent par exemple et du coup l'offre va pas forcément être équivalente à la demande. Il y a de la concurrence donc c'est vrai que y entrer c'est pas forcément évident. Les écoles spécialisées sont pour la plupart privées. Et du coup, il va y avoir un coût de formation qui est assez élevé. Ça aussi, ça freine aussi à l'accès. Après, moi, perso, en ayant fait une école du coup spécialisée à ISART, je dirais qu'un avantage, c'est quand même le réseau. Parce que quand on sort de là, on a rencontré déjà des camarades de promotion, mais aussi on a un lien avec ceux qui sont sortis avant, ceux qui vont sortir après, on reste un peu connectés. Et c'est vrai que du coup à Game Atelier, un peu par hasard, on est pas mal à être sortis de l'école avant ou après. It wasn't easy in Paris, especially because in France you have the culture of art and games. So I guess it is a big competition. I think the fact that there are more schools, people are coming out more advanced with their skills, so that's obviously a bonus at the same time. On se retrouve aussi avec pas mal de problématiques sociétales. En effet, on a trouvé comme indicateur que 22% des travailleurs de jeux vidéo seraient des femmes. Bon, c'est un souci qu'on retrouve malheureusement dans toutes les branches de la tech et même dès l'école et la formation. On a discuté de ce sujet avec les équipes de Game Atelier. Chez les graphistes, il y a plus de filles. Ça, voilà. Par contre, dans le domaine où, côté Margot et développement, il y en a encore moins. Donc, je pense que le pourcentage est encore plus bas. It was, I should say, it was much worse in Russia, if you want to know. Okay. In France, it's a bit more developed in a way, the status of a woman in a company. Because I remember in one of the studios I worked in Russia, I was there like 1 month. And it was a New Year party. I was shocked because one time our boss, it was a man, and he was like, "Girls, come on, like let's put things on the table. Girls, girls, girls." I was like, "What you doing? What you standing there?" But that's the level I'm talking about. The difference, maybe it's you don't have it in France anymore. I definitely haven't experienced any discrimination against my sexuality or questions regarding my sexuality directly, of course. I'm definitely not in the sort of like more vulnerable minority of the LGBTQIA+ community, but it's more about the practices and like joke culture and stuff like that still exists. But I think if there was ever an industry to work in, it's in games. It is just a naturally very diverse product. If companies are smart, they hire diverse people because it will create a better product. I think it's very important to be vocal and almost activistic with these kind of things, but obviously keep it professional. La culture du crunch, c'est aussi un sujet et je suis convaincu qu'on est assez nombreux à avoir décidé de vivre la vie tranquille de l'informatique de gestion pour ne pas passer nos nuits à finir de coder la fonctionnalité qui permettra aux joueurs de caresser le ventre du chien dans le dernier Immersive RPG. Et pourtant, c'est quelque chose qui appartient au passé. Enfin presque. Enfin, je crois. En tout cas, on n'a pas vraiment de raison de coder aujourd'hui comme on codait avant. C'est-à-dire qu'avant, le jeu, une fois qu'on l'avait mis sur la cartouche, sur la galette, si c'était un CD ou un DVD, il n'y avait plus de mise à jour, plus de DLC. Du coup, si la promo était prévue pour une commercialisation le 22 juin, il fallait que le jeu soit fini le plus complet possible et sans bug. Aujourd'hui, on voit des jeux qui sortent et qui sont blindés de bugs et qui par la suite sont corrigés avec des mises à jour. Bon, et puis un jeu, ça va avoir une communauté maintenant qui achète des contenus encore 5 ans après la sortie. Donc il faut que le code soit maintenable, que les systèmes en ligne puissent passer à l'échelle. Et c'est pour cela qu'on voit d'ailleurs des développeurs back-end Java Kubernetes qui faisaient de la grande distri et qui maintenant vont travailler dans le jeu vidéo à Montréal ou ailleurs, quoi. C'est la fin de ce reportage. Merci aux différents intervenants et intervenantes. Est-ce que ça vous a donné envie de mettre les crampons pour rejoindre cette nouvelle industrie ?
faute d'avoir pu devenir footballeur professionnel. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, puis qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde lors d'un prochain reportage. Et bien sûr, abonnez-vous pour voir encore d'autres reportages. Et allez visiter la chaîne We Love Dev Steak, il y a Nick qui a fait un tuto où il montre comment il a fait le steak. Exactement. Ouais, bisous.